Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la 7e journée scientifique organisée par Médecins du Monde et soutenue par la Fondation MDM, que je suis ravie d'introduire aujourd'hui. Et puis bienvenue aux personnes en ligne. Désolée pour ce léger retard. Donc je me présente, Karine Roland, présidente de Médecins du Monde depuis le mois de juin. Je suis médecin généraliste, profession traversée au quotidien par ces questions d'éthique. La journée scientifique, c'est un moment important pour notre association, un moment qui permet de présenter nos recherches, mais aussi un moment pour se poser, pour prendre du temps sur un sujet, pour prendre du recul, pour réfléchir sur nos pratiques et pour dialoguer avec des acteurs extérieurs. Pourquoi avoir choisi l'éthique pour cette journée aujourd'hui ? C'est un thème important pour les métiers du soin et c'est un thème incontournable pour MDM. Au regard des évolutions actuelles et humanitaires, de la nature de nos interventions, des contextes dans lesquels nous intervenons, ce qui nous oblige à être particulièrement vigilantes et vigilants. Au regard surtout de la vulnérabilité des personnes avec et auprès desquelles nous intervenons, souvent précarisées, stigmatisées, discriminées, populations exilées, travailleurs et travailleuses du sexe, mineurs non accompagnés, usagers de drogue. Nous devrions être particulièrement omnibulés sur le terrain par cette question. Ce que je fais, ce que je promeus dans mon projet, est-il dans l'intérêt des personnes accueillies ? Va-t-il dans le sens de leurs attentes, de leur projet de vie ? Cela peut-il contribuer à terme à plus de justice sociale, socle de notre projet associatif à MDM ? Ce qui doit être central dans nos actions, nos modes d'intervention, doit l'être tout autant dans notre façon de faire de la recherche, de faciliter le travail des chercheurs sur nos projets. Longtemps, les personnes ou les populations ont été considérées comme de simples objets d'étude offerts à la recherche. En conséquence, elles ont été peu ou mal informées des objectifs, des buts et méthodes de la recherche. Cette absence de participation a favorisé l'incompréhension entre les populations et les équipes. Comment s'assurer que les personnes comprennent bien ce à quoi elles participent ? Comment les associer à l'élaboration et au suivi ? Comment peuvent-elles garder leur liberté de consentement dans le cadre d'études avec rémunération ou compensation, alors qu'elles se trouvent dans une situation d'extrême précarité ? Quelle perception de MDM et de son rôle ? MDM développe depuis plusieurs années des recherches, le plus souvent en partenariat, avec des actrices et acteurs de la recherche académique. La recherche doit être conçue pour contribuer au principe d'action de notre projet associatif, produire des connaissances permettant d'améliorer l'accès effectif à la santé, produire des expertises permettant de soutenir les actions de plaidoyer basées sur les réalités de terrain et contribuer à l'accompagnement des personnes dans leur volonté de changement social. Nous sommes actrices, facilitateurs, un moyen pour les chercheurs d'accéder de façon facilitée à des populations souvent difficiles à approcher. Nous nous devons de prendre toutes les mesures de protection appropriées. Un travail de recherche est mené de manière rigoureuse, impartiale. Mais quelles hypothèses cherche-t-il à démontrer ? Ces hypothèses vont-elles dans le sens de plaidoyer que nous souhaitons porter ? Les résultats de l'étude pourraient-ils nuire à l'intérêt des personnes, à nos objectifs de plaidoyer ? Les dilemmes éthiques sont innombrables et le contexte global nous oblige à les questionner. Inégalité, xénophobie, stigmatisation, rejet, contrôle social, contrôle des corps se portent bien. D'autant plus que ce monde est toujours ancré dans des logiques paternalistes, colonialistes, qui nécessitent d'être interrogées, déconstruites, combattues. Ces logiques régissent nos rapports à l'autre, ici et là-bas, et les rapports nord-sud. L'architecture humanitaire y est aussi ancrée. Un tel contexte, ancien, actuel malheureusement, nous oblige à définir nos lignes rouges, nos lignes de force, et à renforcer notre vigilance éthique, encore et toujours. Pour cela, Médecins du Monde s'est doté d'une charte éthique. Donc, je vais passer la parole à Sandrine, qui va vous expliquer le cheminement de notre travail à Médecins du Monde autour de cette charte et vous expliquer le déroulé de cette journée. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sandrine Simon, directrice santé et plaidoyer
Effectivement, je fais partie depuis quelques années du groupe de travail qui a travaillé un peu, qui a accompagné la réflexion éthique de Médecins du Monde. Donc d'où vient cette réflexion? Elle vient d'abord des contextes que Karine a très bien décrits et de questionnements au quotidien finalement au sein de nos équipes, plus ou moins conscients, plus ou moins formulés sous le terme éthique, mais néanmoins ces questions-là sont évidemment très présentes parmi nos collègues sur le terrain, au siège et à tous les niveaux de l'association, face au contexte de plus en plus complexe et toutes les interdépendances qui sont ancrées dans ces contextes. Donc face à des épidémies dont on connaît peu encore, dont on a les connaissances limitées, comme le Covid, on en reparlera dans la journée. Karine évoquait un espace humanitaire de plus en plus malmené, etc., etc. Donc, comment est venue cette réflexion? D'abord, je pense que le projet associatif, toute la réflexion autour du projet associatif de Médecins du Monde, qui est de 2015, a permis de réaffirmer un certain nombre de valeurs. Tu évoquais la justice sociale, je pense, qui est au cœur de notre réflexion. Donc ces valeurs ont permis d'ancrer la réflexion éthique qui s'est poursuivie. Et puis effectivement, depuis plusieurs années, nous menons des recherches associées à nos projets. Et dans le cadre de ces recherches, un certain nombre de questions ont pu être posées. Et évidemment, on faisait appel aux comités d'éthique nationaux dans le cadre des recherches, mais on s'est rendu compte que faire appel à ces comités d'éthique n'était pas toujours suffisant pour s'assurer que nos valeurs soient pleinement retranscrites dans la manière dont on menait les recherches sur le terrain, nous-mêmes, à travers des partenaires de recherche, par exemple. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir une charte éthique de la recherche qui pose pleinement nos principes et la manière dont on veut que ces recherches se déroulent à Médecins du Monde. Par exemple, dans cette charte éthique, on insiste beaucoup sur la place des personnes dans les recherches, la redevabilité, comment on s'assure que les personnes soient aussi informées à toutes les étapes de la recherche et pleinement impliquées de la définition jusqu'à l'utilisation des recherches par la suite. Donc ça, c'est évidemment un élément central en tenant compte effectivement des caractéristiques de différentes personnes auprès desquelles et avec lesquelles nous travaillons. Et comme le disait Karine, avec toutes les discriminations qui peuvent exister, toutes les vulnérabilités qui peuvent exister, qui sont propres à chacun et propres à chaque contexte, et qu'il est important de reconnaître et de reconnaître avec les personnes et en lien avec elles. Donc ça, c'était un premier élément. Donc cette charte éthique de la recherche existe depuis à peu près 3 ans. 2 ans, non. 2-3 ans. Et suite à cela, on s'est aussi dit que ce serait important d'avoir une charte éthique générale de l'ensemble des actions de l'association, donc travail qu'on a mené depuis 2 ans. Donc évidemment, Médecins du Monde se reconnaît comme une organisation de santé, comme une organisation humanitaire, et de ce fait, comme les autres acteurs soignants, humanitaires, nous adhérons aux éthiques principielles comme la déontologie médicale, comme les principes humanitaires, etc. Mais on avait envie d'aller un peu plus loin et de définir notre propre réflexion, de définir notre propre cadre de réflexion à MDM pour prendre en compte à la fois l'inscription de nos valeurs qu'on avait réaffirmées il y a quelques années dans cette réflexion, et prendre en compte aussi les contextes divers dans lesquels on intervient. Donc c'est à partir de là qu'on a effectivement réfléchi à quelle pourrait être notre charte éthique et quelles spécificités on pourrait avoir dans cette charte éthique. Et on s'est, dans le cadre de nos réflexions, beaucoup inspiré de l'éthique du care, qui nous semblait importante à intégrer à notre réflexion en tant qu'éthique de la relation, en tant qu'éthique qui reconnaît aussi les interdépendances dans lesquelles chacun d'entre nous vivons. Finalement, chacun d'entre nous avons des vulnérabilités en tant qu'être humain. Et c'était important de se dire que, quelle que soit notre place
nous sommes en dépendance avec d'autres et que c'est important de reconnaître ces dépendances pour pouvoir travailler avec et être en relation avec les personnes voilà, en toute conscience et chacun de sa place. Donc, cette charte éthique, elle insiste sur un certain nombre d'éléments. Donc, évidemment, l'attention aux autres, quelle place on laisse à chacun dans nos projets, dans nos actions, dans nos recherches. Donc ça, c'est un élément voilà, central pour nous. Tu parlais de l'implication des personnes et comment celle-ci se fait, qu'est-ce que cela implique. Ça, c'est des éléments extrêmement importants, mais aussi la reconnaissance mutuelle des compétences, se dire que voilà, les savoirs médicaux et les savoirs expérientiels des personnes sont complémentaires et on doit s'appuyer sur l'ensemble de ces savoirs pour ensemble construire des actions qui permettent de répondre aux besoins des personnes et qui permettent de faire évoluer les contextes et donc la justice sociale. Et puis c'est aussi bien sûr reconnaître la capacité d'agir des personnes et de la favoriser tant que faire se peut, évidemment dans le respect aussi de la volonté des personnes pour s'assurer que chacun puisse être finalement acteur de sa propre santé et acteur de sa propre société dans laquelle nous nous inscrivons. Donc finalement, nous insistons beaucoup dans cette charte sur une solidarité qui est fondée sur les droits humains et la justice sociale, c'est-à-dire qu'évidemment, nous nous inscrivons pour que les personnes puissent avoir accès à leurs droits fondamentaux, aux droits à la santé, mais qu'au-delà peut-être de droits déclaratifs, il s'agit bien que chacun et chacune soit en capacité d'exercer ses droits. Et on se rend compte que voilà, le fait d'avoir des droits n'est pas suffisant dans certains contextes. Et c'est comment s'assurer que chacun et chacune peut connaître déjà ses droits et les exercer pleinement. Donc voilà, c'est un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail de la charte, mais voilà, ce sont les réflexions qui nous ont traversées depuis un certain nombre d'années. Donc cette charte, elle a été validée très récemment, la charte générale de Médecins du Monde, ça fait un mois à peu près. Donc maintenant, reste devant nous aussi tout le travail de voir comment on l'a fait vivre. Et ça, c'est un élément évidemment extrêmement important. Donc comment, au sein de notre association et avec les différents acteurs qui gravitent autour de notre association, nous pouvons la faire vivre pleinement. Et c'est notamment un élément que nous évoquerons dans le débat cet après-midi avec un certain nombre de personnes qui nous aideront un peu à réfléchir entre éthique et responsabilité sociale des ONG. Donc je pense que c'est aussi voilà, au-delà des valeurs que nous avons réaffirmées, des principes que nous avons réaffirmés, comment nous les faisons vivre au quotidien dans nos actions, dans nos recherches, etc. Donc ce débat aura lieu en toute fin de journée. Et avant cela, nous aurons trois tables rondes qui présenteront voilà, des recherches de Médecins du Monde, mais aussi des recherches d'autres acteurs, parce qu'il nous tient à cœur aussi de donner la parole à nos partenaires et à des acteurs qui nous sont proches. Évidemment, vous aurez compris que le fil rouge, c'est l'éthique pour aujourd'hui, mais nous présenterons bien sûr des résultats des recherches. Et donc, nous aurons trois tables rondes. Une première table ronde, et je ne prendrai pas la parole beaucoup plus longtemps pour qu'elle puisse commencer, qui parlera notamment beaucoup de la question de l'éthique et de la question spécifique des vulnérabilités, comment on prend en compte les vulnérabilités des personnes dans le cadre de nos recherches. Une deuxième table ronde en fin de matinée sur la question de la recherche et du soin et finalement comment les recherches peuvent parfois nous obliger aussi à agir. Donc voilà, quelle responsabilité nous pouvons avoir face aussi aux résultats des recherches, etc. Et là, nous évoquerons notamment deux recherches au Burkina voilà, et en France. Et enfin, en début d'après-midi, nous aurons une table ronde plus spécifique autour du Covid. Évidemment, nous ne pouvons pas passer outre ce sujet qui reste pleinement d'actualité. Donc voilà pour le programme de la journée. Je pense que vous l'avez sous les yeux.
Et parlant de Covid, je vous invite aussi tous pour que cette journée soit la plus sûre possible pour chacun d'entre nous à respecter les gestes barrières. Je vois que vous êtes bien répartis dans la salle, donc il n'y a aucun souci. Donc je vous invite à garder votre masque, à respecter les sens de circulation, et nous ferons tous au mieux pour éviter au maximum d'être confrontés après cette journée au Covid. Et puis, bien sûr, nous sommes ici présents dans la salle, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui nous suivent en ligne, donc merci à eux. Et puis, chacun et chacune d'entre nous, que ce soit dans la salle, que ce soit en ligne, n'hésitons pas à poser des questions tout au long de la journée. L'intérêt aussi de cette journée, c'est qu'on puisse débattre ensemble, évidemment, de tous ces sujets-là. Et puis il y aura une pause, je pense, vers 11h, voilà, pour ceux qui... et je vais laisser la parole pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup encore d'être là et bonne journée à tous et toutes. Bonjour, merci à tous d'être là, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont derrière leur écran. Moi je suis David, je suis le référent santé mentale et soutien psychosocial à Médecins du Monde. Et aujourd'hui on a avec nous Magali qui remplace Lucille, qui va parler de la prise en charge médicale des violences sexuelles en contexte de crise, ainsi que Yanis, qui est anthropologue et pédopsychiatre à Lyon, qui va nous parler de la patate chaude aux urgences hospitalières, troubles du comportement adolescent et troubles professionnels. Moi, je suis assez ravi d'animer cette table ronde parce qu'elle touche aussi à un sujet très sensible par rapport à la santé mentale, un des socles qui est de ne pas nuire. Voilà. Quand on veut faire quelque chose, s'assurer que ce qu'on fait ne va pas à l'encontre des personnes. Et ça rentre parfaitement dans cette première table ronde par rapport à l'éthique. Je vais donner la parole à Magali. Ok. Donc oui, je ne suis pas Lucille, qui n'a pu venir malheureusement. Et je suis Magali Bouchon, je suis responsable du pôle recherche et apprentissage. Et je vais présenter donc cette recherche. J'ai pas de support. Qui est une recherche qui a été soutenue par la Fondation Médecins du Monde et menée en partenariat avec Pop Council, Population Council, qui est une ONG américaine. Et l'objectif de cette recherche était de documenter les barrières à l'accès aux services des survivants des violences sexuelles dans l'état de Borno au Nigeria, notamment dans le délai des 72-120 heures, qui est un délai critique dans la gestion clinique du viol. Donc on souhaitait mettre en place une recherche, les équipes ont souhaité mettre en place cette recherche pour contribuer à une meilleure compréhension de l'expérience de ces personnes en situation de migration forcée survivant de violences sexuelles, pour appuyer l'élaboration de stratégies et appuyer le programme. Mais on a tout de suite été quand même assez vite conscient des risques de préjudice que cette recherche pouvait provoquer auprès des populations et des enjeux éthiques lorsqu'on souhaite en mettre en place ce type de travail. Donc le premier enjeu, si je me place déjà en amont en tout cas de cette recherche, c'est tout simplement le contexte de migration forcée, qui, on le sait, accroît la vulnérabilité des personnes. Dans le nord-est du Nigeria, les attaques armées de la dernière décennie ont engendré le déplacement de plus de 2 millions de personnes qui sont des déplacés internes, qui sont forcés de vivre dans des camps ou au sein de communautés hautes. Et l'incidence des violences sexuelles, elle augmente dans ces contextes. Il y a de nombreux facteurs qui y contribuent, et qui contribuent à renforcer la vulnérabilité de ces personnes en migration forcée, puisqu'elles fuient à la suite d'un conflit ou d'une catastrophe. Ça entraîne le déplacement de population, l'interruption des mécanismes de protection communautaire, la séparation des familles, l'augmentation des vulnérabilités socio-économiques et ou la perte d'opportunités aussi socio-économiques. C'est aussi les problématiques de surpopulation, de promiscuité, la perturbation des relations sociales, l'exacerbation des inégalités de genre, etc. Donc on a déjà ce premier enjeu.
Un autre point à considérer, c'est que les personnes déplacées sont dans des situations où existent de fait des relations de pouvoir inégales, puisqu'elles dépendent de la population hôte, elles dépendent des services du gouvernement ou encore des associations telles que Médecins du Monde et des services qu'on va mettre en place. Et cette situation de dépendance, elle peut remettre en question le caractère volontaire du consentement à participer à une recherche. On sait déjà que sur le terrain, il peut y avoir des confusions pour les populations. Ce n'est pas forcément très clair qui est chercheur, qui est acteur humanitaire. Et d'autre part, elles peuvent se demander si l'aide va être conditionnée à la participation à la recherche, ou encore si, du fait de participer à une recherche, elle pourrait obtenir plus d'aide. Donc, voilà, il y a cette question autour du consentement. Voilà. Un autre enjeu, c'est que les personnes victimes de violences sont amenées à raconter plusieurs fois leur histoire, et les questions des chercheurs peuvent accroître la difficulté des personnes à raconter des situations douloureuses et réactiver une histoire traumatique. Donc il ne fallait pas que cette recherche devienne une expérience négative aussi pour ces personnes-là. Enfin, le dernier point, c'est que même si la recherche elle va contribuer à améliorer les services, la question des bénéfices, des bienfaits directs pour les participants se pose. Aujourd'hui, les études menées dans les contextes humanitaires se multiplient au point où il va y avoir une collecte tout azimut sur les terrains, et certaines personnes peuvent participer simultanément à plusieurs études. Il peut y avoir une lassitude des populations qui finalement sont sujets d'études alors que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas en retour. Et le principe éthique ne pas nuire, on peut se demander s'il suffit, parce qu'on peut aussi considérer la question des bienfaits et des bienfaits directs. Donc, dans la ligne des bénéfices, il y a la question aussi des résultats de la recherche qui ne sont pas toujours accessibles en temps opportun aussi pour les populations déplacées et leur entourage. Donc c'est la question vraiment de la redevabilité qui se pose aussi. Voilà, donc ça c'était tous les enjeux un peu en amont, éthiques. Concernant la méthodologie et le protocole de recherche, des entretiens ont été menés avec des survivantes de violences auto-identifiées qui avaient déjà accès au service, et d'autres qui n'y avaient pas eu accès. Les guides ont été construits en faisant recours au storytelling pour permettre une reconstruction chronologique des événements et faciliter la parole. Il y a eu des groupes de discussion avec les membres de la communauté, entourage, famille, pour explorer les normes sociales autour de la violence liée au genre par le biais d'exercices participatifs. Et puis des entretiens avec des informateurs clés pour obtenir les points de vue des prestataires de services et les différentes parties prenantes sur le contexte des VLG. Enfin, l'étude a rassemblé les statistiques des services aux survivantes dans les cliniques de Médecins du Monde afin d'analyser les profils et les modèles d'utilisation des services. Donc on a reçu l'approbation éthique qui a été obtenue d'une part par le comité éthique de la recherche de Pop Council, mais aussi du comité d'éthique de la recherche en santé de l'hôpital universitaire de Maiduguri, donc, qui est la ville la plus proche des sites d'intervention au Nigeria. À noter qu'il y a eu une demande de ce dernier comité pour que toute l'équipe de recherche ainsi que les personnes référentes au siège dont j'ai fait partie passent une certification en éthique. Parmi les dispositions d'ordre éthique soumises à ces deux comités, alors on va retrouver bien sûr les principes fondamentaux et les grands concepts tels que le consentement, le principe de bienfaisance. Pour exemple, pour chaque catégorie d'acteurs interrogés, il y a eu une évaluation des risques et des bénéfices, et des mesures de mitigation de ces risques ont été anticipées. Donc, parmi les mesures pour réduire les risques, il n'a pas été demandé aux participantes de signer avec leur nom réel pour donner leur consentement, mais d'utiliser des pseudos. Dans le protocole, il y avait aussi... alors, dans les principes éthiques, on retrouve le principe de consentement, c'est-à-dire l'obligation d'agir en compétence. Et cela se traduit par des méthodes de recherche appropriées, notamment appropriées au contexte socioculturel. Donc, dans la construction de la méthodologie d'enquête, il y a eu des ateliers de préparation avec l'aide de partenaires communautaires
pour construire des outils adaptés, tels que des vignettes en langue locale, afin de coller au mieux à la représentation des normes sociales autour des violences liées au genre, mais aussi de permettre une meilleure expression de la parole. Et les personnes ont toutefois été invitées à ne pas partager dans les focus group leur expérience personnelle, mais plutôt leur perception générale sur la thématique. Avant l'étude, des représentants d'organisations communautaires et partenaires qui travaillent avec des victimes de violences sexuelles ont examiné les outils afin de fournir des conseils sur la question de savoir si les vignettes ou si les questions des chercheurs pouvaient être susceptibles de causer une détresse. Et de même, les outils ont été pré-testés auprès d'un petit nombre d'hommes et de femmes présentant des caractéristiques similaires à celles de la population étudiée, pour identifier les conséquences potentiellement négatives des questions. Les entretiens ont été menés évidemment avec des enquêteurs formés en éthique de la recherche et en mise en place d'interviews sensibles pour minimiser le risque de stress et d'inconfort, et formés aussi pour discerner les risques d'inconfort des participants et mettre fin à l'entretien si cela devait se produire. Toutes les dispositions sur la confidentialité absolue ont été prises, les entretiens menés dans des cadres privés, propices aussi aux entretiens. Concernant l'enregistrement, il a été décidé que seuls les focus group et les interviews des acteurs clés seraient enregistrés, retranscrits, stockés avec un système de sécurité, puis détruits. Les entretiens des survivantes n'ont pas été enregistrés. Il y a eu une prise de notes, elle aussi sécurisée et détruite par la suite. Voilà. Enfin, la question de l'indemnité ou de la compensation, elle a été prévue pour dédommager les répondants de leurs coûts de transport. Alors, ça devait être fixé de manière à être raisonnable et proportionnelle aux dépenses, parce que, là encore, on sait que les personnes déplacées ont des besoins financiers et elles ne devaient pas se sentir contraintes de participer à la recherche pour des raisons financières. Et cette compensation n'était pas liée au fait de participer jusqu'au bout à la recherche. Voilà, tout ça a été bien spécifié dans le formulaire de consentement qui était administré aux personnes. L'objectif de la recherche, qui l'a menée, les conditions de participation, mais aussi il était indiqué les ressources à disposition si elles souhaitaient obtenir de l'aide, qui contacter pour avoir plus d'informations sur la recherche, et les coordonnées du comité d'éthique nationale du Nigeria si elles souhaitaient aussi parler de cette recherche. Voilà pour les dispositions éthiques, j'étais un peu longue, mais c'est aussi tout le sujet. Alors maintenant, je vais présenter rapidement les principaux enseignements de cette recherche, à savoir les facteurs et les barrières identifiées à l'accès aux services. L'équipe de recherche s'est appuyée sur le cadre théorique du modèle écologique de la violence, qui a été développé par Hayes en 1998. Et les résultats donc, ont montré que le recours aux services était bien confronté à des barrières personnelles, familiales, communautaires, institutionnelles, qui s'imbriquent sur plusieurs niveaux, ainsi qu'à des dynamiques de genre et de pouvoir. Donc si on se place au niveau de l'individu, sur la première barrière, c'est la peur de la stigmatisation, une stigmatisation qui est bien réelle, puisque si les survivantes se confiaient en général à leur mère, les conséquences de la divulgation étaient dramatiques, puisque la victime de viol est blâmée par la société. D'autre part, les partenaires masculins exprimaient que si leur femme était violée, ils divorceraient, ou si les femmes étaient célibataires, il était peu probable qu'elles trouvent à l'avenir un partenaire à cause de la honte et de l'étiquette posée. Certains leaders communautaires ou hommes et femmes plus âgés dans les focus group pensaient qu'effectivement les femmes devraient garder le silence pour se protéger et protéger la famille de la honte. Les jeunes femmes ont exprimé la peur en barrière, que leur identité soit révélée en faisant appel au service, et surtout qu'on ne les croit pas, qu'elles soient battues et jetées dehors pour ces accusations portées. Enfin, un autre facteur individuel, c'est la méconnaissance de l'importance d'un accès en temps opportun à une prise en charge médicale en cas de viol.
À noter que les survivantes qui avaient bénéficié de séances d'information au cours de laquelle les enjeux en matière de confidentialité et l'importance d'un accès rapide aux services avaient été discutés étaient plus enclines à solliciter les soins immédiatement après l'incident. Donc si on élargit le cercle maintenant et qu'on passe au niveau de la famille, la position sans surprise prévalente consiste aussi à dissimuler le viol pour protéger la réputation familiale, éviter la stigmatisation dans la communauté. Et cette culture du silence, elle est renforcée par des facteurs socio-économiques tels que la pauvreté et l'endettement familial, puisque pour les familles pauvres, les femmes rentrent dans un système d'échange économique entre les familles via le mariage forcé, qui permet aussi d'être libérées d'une dette. Si on élargit un peu la focale, les normes sociales à l'origine des violences sont enracinées dans des structures communautaires qui encouragent le blâme des victimes, leur perte du respect dans la communauté, y compris sous la forme du rejet, du divorce. Et surtout, elles sous-estiment ou méprisent les conséquences physiques ou psychologiques, psychosociales des violences liées au genre sur les survivantes. Les inégalités de pouvoir, bien sûr, aussi au sein de la communauté, affectent la perception qu'ont les femmes d'elles-mêmes. Il y a la perception qu'elles n'ont pas les mêmes droits humains vis-à-vis des hommes ni des personnes plus âgées. Les mécanismes communautaires pour résoudre les problèmes de violence protègent les hommes avec des sanctions généralement imposées plutôt aux femmes victimes, telles que la médiation ou le mariage de la victime à la personne, qui est le système privilégié dans la réaction. Toujours sur les dynamiques de genre et de pouvoir, il y a une résignation devant le pouvoir divin, seulement Dieu décide, et la domination, et Dieu validerait la domination masculine, ajoutant alors une sorte d'invincibilité de l'auteur. Au niveau institutionnel, on va dire au dernier niveau d'analyse, le manque d'accès à la justice en cas de viol contribue bien sûr à normaliser la violence et puis permet aux auteurs de continuer de violer les droits des femmes et des filles. On a après des dysfonctionnements à l'intérieur des structures, de longues attentes dans les cliniques, des heures d'ouverture limitées, une capacité d'accueil restreinte, une mauvaise appropriation de la réponse aux violences par les prestataires de santé, un manque réel ou perçu d'empathie, ou encore une méconnaissance de la gestion clinique du viol. Ces barrières, donc, elles ont un impact. Si on regarde maintenant sur l'attitude au recours aux soins des survivantes, il a été observé que lorsqu'elles ne sollicitaient pas le soutien des services de santé formels, les survivantes avaient tendance à recourir à l'automédication, par exemple s'immerger dans un bain très chaud, aux guérisseurs ou aux vendeurs de médicaments dans la rue. À noter que les guérisseurs répondent aussi à la perception qu'il y aurait des attaques démoniaques qui seraient responsables de la répétition du viol et du malheur. Quant à l'automédication, elle répond aux besoins de dissimulation. Ça permet en effet de ne pas être vu à l'hôpital, de ne pas faire naître de questions dans l'entourage, donc éviter le stigma. Puis c'est aussi répondre à la crainte de l'indiscrétion du prestataire de santé. Voilà. Donc bien sûr, ces comportements, elles varient en fonction du profil des personnes. Les femmes plus jeunes étaient peut-être plus enclines à utiliser les services de santé que la médecine traditionnelle, et les habitants des zones rurales préféraient plutôt demander l'aide ou recourir aux vendeurs dans la rue plutôt qu'aux services de santé, du fait c'est la plus grande interconnaissance dans les zones rurales des populations. Pour conclure, bien sûr, des recommandations ont été formulées à la suite de ces résultats. Le rapport est disponible d'ailleurs dans l'entrée ou en ligne pour les personnes qui le souhaitent. Et un travail a été entrepris par les équipes. Moi, je voulais terminer sur plutôt revenir un peu sur ces questions d'éthique, sur la complexité de faire ce type de recherche, avec l'enjeu articulé autour de la préoccupation de considérer la vulnérabilité des personnes, tout en n'essayant de ne pas les vulnérabiliser elles-mêmes et de ne pas renforcer les vulnérabilités, donc de réactiver des traumas. Ça met en lumière toute la réflexivité et la sensibilité de l'équipe de recherche lorsque l'on s'engage dans ce type de travail. L'approche réflexive, on la trouve notamment dans la construction d'une méthodologie vraiment
qui a pu permettre de naviguer entre différentes normes et cultures autour de relations de genre. Enfin, pour ouvrir la discussion, on peut aussi se demander comment ce type de recherche elle peut être une expérience positive grâce au processus même de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on a vécu, d'être écouté et de considérer les survivantes comme expertes de leur situation afin d'aider à améliorer les services et améliorer la future prise en charge, à condition effectivement après de pouvoir avoir bien sûr accès aux informations restituées de la recherche, qui reste aussi un autre enjeu et défi. C'est comment on restitue ces résultats. Merci beaucoup pour cette présentation de la recherche. À savoir que les questions vont être posées à la fin des deux présentations. Ceux en ligne vont être sur mon téléphone, comme ça moi je pourrai les poser à voix haute. Et sinon, dans le public, il suffira de lever la main. Je passe la parole maintenant à Yanis qui va nous présenter son projet de recherche qu'il a fait aux urgences hospitalières. Bonjour, merci. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe d'organisation de cette journée. Je suis particulièrement content de pouvoir présenter aujourd'hui cette recherche et je trouve que c'est pour moi, l'occasion de venir partager ce projet dans le cadre d'une organisation que je trouve particulièrement intéressante et qui est aussi un peu, qui nous permet de nous décentrer un peu de ce qu'on fait dans le projet que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de recherche qui est en cours, donc on n'a pas encore les résultats, au moins pour la plus grande partie, et qui est un projet de recherche qui porte sur une population qui, en France, cumule de nombreux paramètres de vulnérabilité et de fragilité personnelle, sanitaire et sociale, qui est la population des enfants et adolescents se présentant aux urgences de l'hôpital pour des problèmes de comportement. Dans un premier temps, je vais vous expliquer en quelques mots comment on en est arrivé à constituer cette recherche et un peu son arrière-plan. Et dans un deuxième temps, je vous exposerai un problème que nous avons rencontré dans la mise en œuvre de cette recherche. Je vais être assez, je dirais, terre à terre. Je ne vais pas faire une présentation très surplombante de cette recherche. On est encore pleinement le nez dedans, en quelque sorte. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de ces questions d'éthique de la recherche auprès d'une population en grande vulnérabilité. Alors, le problème du recours aux urgences hospitalières pour troubles du comportement est un problème qui a été repéré il y a une vingtaine d'années, fin des années 90, début des années 2000. C'est un problème qui a été repéré essentiellement par des acteurs cliniciens, psychiatres et psychologues, et qui, on peut dire, pour l'essentiel, appartenaient au monde hospitalier. Appartenaient au monde hospitalier, mais avaient une espèce de position un peu d'interface, soit parce qu'ils travaillaient dans les services d'urgence qui sont, comme on disait à l'époque, les portes de l'hôpital, on disait services de porte pour parler des urgences dans les années 90, soit parce qu'ils avaient souvent plusieurs appartenances institutionnelles, travaillant un peu à l'hôpital, mais travaillant également dans des institutions de protection de l'enfance ou prenant en charge les jeunes délinquants. Ce problème, il a été repéré non seulement en France, mais dans un certain nombre de pays occidentaux, et il a conduit à la mise en œuvre, on pourrait dire, de dispositifs d'enquête un peu spontanés par les institutions, qui ont essayé de mieux identifier ce problème, mieux le cerner, le faire connaître et essayer d'y trouver des solutions. Les dispositifs d'enquête qui ont été mis en œuvre variaient assez sensiblement selon les contextes nationaux. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, les enquêtes institutionnelles ont plutôt été conduites avec des outils statistiques, en interrogeant les bases de données du système de santé. En France, où il y a une tradition psychanalytique qui reste assez forte chez les professionnels de santé mentale, l'outil de l'analyse du transfert et du contre-transfert a également été mobilisé pour appréhender ce problème, par exemple en s'intéressant au vécu, aux attitudes et aux postures des accompagnants face à ces situations entre guillemets, dites de patates chaudes. Alors, malgré ces différences de contextes nationaux, malgré ces différences de méthodologie, ces enquêtes convergeaient sur au moins 2 points. Premier point, la description d'une population, on pourrait dire, extrêmement fragilisée. Ces enfants et adolescents conduits aux urgences pour troubles du comportement, cumulés à la fois
des troubles de santé mentale plus fréquents, l'exposition à la violence par le passé, dans le cadre familial ou dans le cadre social, des discontinuités institutionnelles, plus fréquemment suivies par les services de protection de l'enfance, également plus fréquemment suivies sous main de justice pour des actes répréhensibles et des procédures pénales, qui ont des parents qui ont plus fréquemment des problèmes d'addictologie, qui appartiennent également, enfants qui appartiennent également, on pourrait dire, aux fractions les plus défavorisées de la société, pauvreté, habitat en lieu stigmatisé, minoration sexuelle, raciale, etc. Deuxième point de convergence de ces enquêtes, on pourrait dire un espèce de dilemme sur la façon dont il convient d'aborder ces situations. Très fondamentalement, ces acteurs du monde hospitalier, ces cliniciens, apparaissaient divisés, mais on pourrait dire presque divisés à l'intérieur d'eux-mêmes, entre deux postures. L'une qui consiste à s'inquiéter de ce recours aux urgences comme d'un éventuel abus, et l'autre qui consiste à s'inquiéter de ce recours aux urgences comme le signe éventuel d'un abandon. Je m'explique. Du côté de l'abus, nombre de ces enquêtes conduisaient à estimer que aller aux urgences quand un enfant fait une crise de colère ou une adolescente s'est enfuie de la maison ou du foyer, ça pouvait être un recours excessif à la médecine et en particulier à la psychiatrie. Recours excessif, aspect excessif qui était jugé sur des critères assez variés. Par exemple, sur un aspect, on pourrait dire, de psychiatrisation excessive d'un problème complexe qui risquerait d'être excessivement abordé sous un angle réductionniste, médical, avec également la question de l'usage des moyens de contrainte, enfermés, attachés, etc., qui peuvent être utilisés dans le milieu hospitalier. Mais l'aspect excessif, c'était aussi utiliser excessivement les ressources limitées du système de santé. Mon question qui a été à nouveau soulevée pour des raisons complètement différentes dans le cadre de la pandémie au Covid, mais qui déjà, au moment où ce problème émerge dans les années 2000, fait l'objet de débats. Est-ce que finalement, aller aux urgences, c'est plutôt quelque chose qu'il s'agirait d'éviter de faire parce que ça prend du temps, ça coûte des sous, etc., à un système de santé qui est déjà appauvri et débordé. Et d'un autre côté, le risque de l'abandon, c'est-à-dire que pour un certain nombre de ces acteurs, si recourir aux urgences, ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable dans ce genre de situation, c'est certainement quelque chose de nécessaire pour une population très fragile, avec un besoin de soins en santé mentale plus important, avec des difficultés d'accès aux soins également plus importantes, avec des grandes discontinuités dans leur parcours de soins. À ce titre, par exemple, les éditeurs de la revue Lancet, la revue très influente Lancet, ont publié en 2016 un petit éditorial allant plutôt dans ce sens, prenant le parti de dire qu'il faut considérer que le passage aux urgences est une étape nécessaire dans la provision de soins pour cette population. L'arrière-plan de l'apparition de ce problème, je ne m'étendrai pas trop sur cette question, c'est celui, on pourrait dire, d'un long parcours de désinstitutionnalisation dans le traitement des populations juvéniles dans le monde occidental, et en particulier en France. Je renvoie en particulier au travail de Christian Laval, qui est aujourd'hui dans la salle, et Bertrand Ravon sur l'arrière-plan de tout le problème des adolescents difficiles qui émergent à cette période. La recherche dont je vais vous parler, c'est une recherche qui s'appelle Trajectoire. Je ne vous lis pas le nom complet, enfin si, je lis le nom complet de la recherche. Allez. Trajectoire clinique et sociale des enfants et adolescents avec comportements perturbateurs, approche pluridisciplinaire des situations admises aux urgences pédiatriques et psychiatriques de la région Rhône-Alpes-Auvergne, étude pluridisciplinaire, prospective, multicentrique et longitudinale. Ah, c'est bon. Donc cette recherche que je pilote est en quelque sorte inscrite dans ce mouvement d'enquête spontanée des institutions hospitalières. Très concrètement, l'idée de faire ce projet de recherche est née de la participation à un groupe de travail qui réunissait des psychiatres et des pédiatres intervenant aux urgences pédiatriques d'un hôpital, et donc voilà, professionnels qui faisaient vraiment part de ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire à la fois un espèce de malaise dans la gestion de ces situations et l'accueil de ces situations, et à la fois une inquiétude pour cette population très fragile et pour son devenir. Donc nous nous sommes lancés avec l'appui de Bertrand Ravon sur l'Université de Lyon 2 et puis également l'appui de Birous Kassaï, qui est le directeur du Centre d'investigation clinique pédiatrique du CHU de Lyon, dans un parcours assez long de recherche de financement
Ça nous a pris 7 ans pour pouvoir financer cette recherche. Et finalement, nous avons obtenu donc un financement dans le cadre d'un programme de recherche hospitalier du ministère de la Santé, ce qu'on appelle un PREPS, qui nous a permis donc de mettre en œuvre une recherche effectivement avec 2 pôles, un pôle en sciences sociales et plus précisément une enquête ethnographique portant sur le vécu et en particulier le trouble des professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge de ces situations, à la fois les professionnels qui accompagnent aux urgences, les travailleurs sociaux, et à la fois les professionnels qui accueillent aux urgences, les pédiatres et les psychiatres. Et puis un second volet, un volet biostatistique, qui vise à décrire cette population avec des paramètres cliniques et sociaux, à décrire la manière dont elle est traitée à l'hôpital au moment de la consultation aux urgences, et à suivre son évolution pendant une durée de 2 ans. Avant de vous exposer les problèmes que nous avons rencontrés, enfin un problème que nous avons rencontré dans la mise en œuvre de cette recherche jusqu'à présent, je tiens à préciser que c'est une recherche dont le protocole a été écrit avant la loi Jardé de 2016. Donc je pense que certains d'entre vous situent un peu ce dont il s'agit. Donc du point de vue légal et réglementaire, c'est une recherche qui est régie par la loi de santé publique de 2004 et qui appartient aux catégories dites de recherche en soins courants. C'est-à-dire que c'est une recherche où on observe, sans intervenir, le processus de soins, on pourrait dire spontané. Et de ce point de vue-là, il y a une conséquence un peu importante du point de vue pratique, c'est que c'est une recherche qui ne nécessite pas, à proprement parler, un consentement, c'est-à-dire la signature de documents par le patient mineur et par ses responsables légaux. C'est une recherche qui se base sur une non-opposition. Alors, du point de vue pratique, les enfants et adolescents se présentent aux urgences. Par différents dispositifs, selon les centres qui participent à la recherche, la situation est identifiée comme pouvant relever de la recherche. Dans le mois qui suit, généralement les jours qui suivent, une attachée de recherche clinique du projet contacte l'adolescent et sa famille pour leur exposer le projet, leur proposer de participer. Et si les personnes donnent leur accord, à ce moment-là, on commence l'enregistrement des données. Donc l'enregistrement et le recueil des données qui reposent essentiellement sur les informations qui existent dans le dossier médical, et puis des informations complémentaires qui sont transmises par essentiellement les accompagnants. Donc tout ceci se fait sans rencontre physique avec le jeune et ses accompagnants, enfin c'est pas nécessaire de les rencontrer physiquement, notre principale préoccupation était de pouvoir accéder à cette population dont on anticipait qu'elle allait être instable du point de vue géographique, institutionnel, donc difficile à rencontrer, mais également difficile à suivre. Je vais vous décrire maintenant un problème que nous avons rencontré dans la mise en œuvre de cette recherche. Je vais essayer de le décrire de manière vraiment très prosaïque. Et en réalité, en écoutant Magali à l'instant, je me disais que je pense que certains d'entre vous, enfin, en quelque sorte, ce problème est en réalité très courant, je pense, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche en milieu humanitaire. En gros, c'est la contribution à la recherche moyennant l'accès à des ressources, et en particulier à des ressources psychiatriques. Je vais vous décrire 3 situations dans lesquelles ce problème de participation à la recherche moyennant l'accès à des ressources psychiatriques s'est présenté. Ces trois situations qui se sont présentées dans un ordre chronologique, et je dirais c'est aussi 3 situations qui se sont présentées dans un ordre, pour nous, on pourrait dire, de troubles croissants. C'est-à-dire que les situations que je vais vous décrire, c'est des situations qui étaient de moins en moins anticipées et de plus en plus gênantes et problématiques pour nous. Donc, dans un premier temps, pour mettre en œuvre cette recherche, et en particulier pour pouvoir obtenir des financements, on a fait un petit temps de faisabilité, une petite enquête de faisabilité. Donc, pendant quelques semaines, on a mis en route le protocole à moyens constants afin de voir comment est-ce qu'il pourrait être implémenté de manière plus durable. C'est un argument aussi qui nous a permis d'obtenir un financement, d'avoir conduit une petite recherche de faisabilité. Et à cette occasion, nous avons constaté que nous avions les plus grandes difficultés à pouvoir contacter les responsables légaux des enfants et adolescents institutionnalisés, ceux qui étaient confiés à un service de protection de l'enfance, donc placés en famille d'accueil ou en foyer, ainsi que les jeunes placés au titre d'ordonnance pénale, donc les jeunes délinquants.
Par ailleurs, nous étions déjà dans un travail je dirais, à différents ordres, de différents ordres avec ces institutions. Donc nous avons sollicité ces institutions de protection de l'enfance et de la justice des mineurs afin de leur proposer de collaborer à cette recherche. Terme de collaboration et idée de collaboration qui a suscité quelques réticences chez les professionnels de première ligne, les éducateurs qui sont au quotidien avec les jeunes, parce qu'ils entendaient un peu éventuellement l'idée d'une espèce de surveillance et de contrôle d'une population à la fois déviante et à la fois fragile. Mais au-delà de ces réticences, plus on montait, je dirais, dans l'échelle hiérarchique des institutions, plus notre projet suscitait une adhésion. Et assez rapidement, il nous a apparu aussi que cette adhésion des responsables institutionnels masquait avait comme pendant une attente de pouvoir plus facilement accéder aux ressources psychiatriques, notamment à des consultations psychiatriques et tout particulièrement à des hospitalisations en psychiatrie ou dans les services de psychopathologie pour les jeunes institutionnalisés dont ils avaient la charge. Et par exemple, après quelques mois de travail dans un centre éducatif qui participait à la recherche sur le volet plutôt ethnographique, j'ai été sollicité personnellement pour pouvoir recevoir les jeunes de ce centre, les jeunes délinquants, sur ma consultation de psychiatre. Deuxième temps où cette mise en balance de la contribution à la recherche et de l'accès aux ressources psychiatriques s'est posée pour nous, de manière un peu moins attendue et un peu plus perturbante. Dans les premiers temps de l'enquête ethnographique, lorsqu'on rencontre, vous savez, ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les personnes qui sont en position de pouvoir autoriser l'accès au terrain dans lequel on souhaite rentrer, s'immerger, etc., nous avons été confrontés à plusieurs reprises à des pédiatres qui, plus ou moins ouvertement, conditionnaient l'accès à leurs services et aux professionnels qu'on souhaitait rencontrer, aux situations qu'on souhaitait observer, qui conditionnaient cet accès au terrain à la transmission de messages auprès de l'équipe de psychiatrie avec lesquelles ils travaillent habituellement. Ça a pris la forme, par exemple, d'une rencontre très houleuse au cours de laquelle un pédiatre responsable d'une unité d'urgence a, on pourrait dire, assez violemment intimidé notre post-doctorant, qui était lui-même, pour différentes raisons, dans une position un peu fragile sur le plan professionnel. Et en gros, en questionnant très violemment la validité de sa démarche scientifique et en disant « tout ce que tu fais, c'est du blabla, surtout si moi, ça ne me permet pas que les psychiatres viennent voir les jeunes dans mon service ». Et puis, dernier point, dernier moment dans lequel ce problème a également émergé, lors de ce qu'on appelle la V1, la première visite, c'est-à-dire la prise de contact initiale avec les adolescents et leurs familles pour leur proposer de participer à la recherche biostatistique, les attachés de recherche clinique ont été très perturbés de se trouver dépositaires de plaintes des familles à l'égard du système de santé. Des familles qui se percevaient comme abandonnées et extrêmement déçues après leur contact avec les services d'urgence hospitaliers et qui demandaient à être guidées vers telle consultation, tel dispositif de diagnostic de l'autisme ou tel service d'hospitalisation et possibilité d'hospitaliser leur jeune garçon ou leur jeune fille pour lequel ils se sentaient complètement dépassés. Pour conclure, je vais vous donner maintenant deux petites réflexions, l'une pratique et l'autre plus scientifique sur la façon dont nous avons essayé de répondre à ce problème. Du point de vue pratique, j'arrivais un peu naïvement avec l'idée de me dire les soins avant la recherche. Et donc que si quelqu'un a besoin de soins dans le cadre de la recherche, évidemment, en tant que clinicien, je me sens l'obligation de favoriser, accéder à cette demande ou favoriser cette demande de consultation. J'ai ainsi accepté de recevoir les jeunes du centre éducatif renforcé dans ma consultation psychiatrique. J'ai également proposé aux attachés de recherche clinique de l'hôpital, quand elles étaient en contact avec des familles, de leur donner mes coordonnées pour que je puisse les recevoir sur ma consultation également psychiatrique. Chose qui est en fait dispositif qui n'a été que très peu sollicité. Et donc, d'une part, si le dispositif a été si peu sollicité, c'est que probablement ce n'était pas exactement ce que les gens demandaient. Je me suis dit, mais pour l'instant on ne l'a pas fait, que ça appelait une espèce de recherche dans la recherche. Donc on a commencé à enregistrer ces situations et ces problèmes, mais pour l'instant on en est là. Moi je ne les ai pas travaillés plus que ça, je ne peux pas vous en dire plus. Oui, que je retrouve le fil de ce que je voulais dire.
oui, ce qui me semblait important de souligner aussi, c'est que c'était un peu naïf de dire que ça va de soi qu'on va proposer des soins si les gens les demandent, parce que du point de vue ethnographique, évidemment, on ne peut pas rencontrer de la même façon des travailleurs sociaux, par exemple, si on est en position de prescrire leur travail. On ne peut pas rencontrer non plus, et on peut pas être complètement respectueux du cadre de la recherche non interventionnelle si les gens qui contribuent à la recherche, si les personnes qui acceptent d'être inclus dans la recherche ont des traitements différents. Donc, du point de vue du principe de la recherche biostatistique, c'est également problématique. Et puis maintenant, pour conclure, un petit point d'ouverture un peu plus conceptuel. Il me semble que ce problème de l'accès à des ressources psychiatriques en participant à la recherche soulève, c'est deux questions. Peut-être la première question, c'est plutôt que de parler de désinstitutionnalisation, est-ce qu'il ne faut pas ici qu'on essaye de considérer aussi les aspects de transinstitutionnalisation, c'est-à-dire les aspects de transfert d'activité? Et comment des activités qui étaient autrefois exercées dans des cadres asilaires réclusifs, et notamment dans les asiles psychiatriques, dans les années 60-70, se sont en partie et assez lentement transférées sur des institutions pédagogiques, médico-sociales pour enfants handicapés, et également se sont transférés vers les familles. Et je trouve que là, pour le coup, pour moi, il y a une vraie perturbation scientifique dont je ne sais pas quoi faire pour l'instant, qui est cette place des familles comme coordonnateurs, et je dirais quasiment avec des attitudes d'acteurs professionnels pour rechercher des stratégies afin d'obtenir des ressources de soins. Un peu comme le directeur du centre éducatif renforcé, des parents qui ont rencontré les attachés de recherche clinique, un peu comme un directeur, un travailleur social aguerri et professionnel. Et puis le deuxième point, c'est peut-être un espèce de point d'alerte sur ce terme de psychiatrisation que j'ai mentionné tout à l'heure au sujet de ces situations. L'idée que psychiatriser, médicaliser relève nécessairement de l'abus. Il y a un implicite dans le terme de psychiatrisation ou de médicalisation, à la fois pour nous, les chercheurs en sciences sociales, et à la fois souvent pour les professionnels eux-mêmes, qui est que quand on dit psychiatrisation, on dit surpsychiatrisation, excès de. Et là, cette situation problématique nous invite aussi à considérer les défauts d'eux et nous invite à nous poser la question, comment on juge ce qu'il est bon de psychiatriser ou pas, ce qu'il est bon de médicaliser ou pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour ces deux présentations. On va maintenant ouvrir les débats. Moi, j'en profite pour aussi dire que dans la présentation de Magali, on peut voir aussi à quel point l'environnement est un facteur très important pour la prise en charge des répercussions psychologiques, on va dire, de ces personnes-là. Vous avez beaucoup parlé de silence, de honte, de stigmatisation, de culpabilité. Et toutes ces terminologies-là, elles sont malheureusement constamment envers la victime. On pense rarement à les abuseurs, dans quelle situation ils sont. Et l'impact, un environnement qui prend en charge quelqu'un qui est victime d'un abus est très différent d'un environnement qui le met, cette personne-là, à la rue. Et par rapport à Yanis, ce qui est aussi très intéressant à entendre, c'est aussi cet aspect des répercussions de la personne qui prend la parole, qui écoute les personnes, qui prend, même dans la recherche, quand on est là face à des discours de violence, il y a des discours qui peuvent parfois réveiller des situations, non pas traumatiques, mais de douleur ou de souffrance psychique. Il faut aussi faire attention aux personnes qui sont sur le terrain, prendre aussi en charge leur aspect psychique. L'éthique va dans les deux sens, je trouve, dans cette situation-là. Par rapport aux questions, on a déjà une en ligne qui est pour vous. Donc vous parlez de pédiatres, de psychiatres. Où sont les psychologues et les infirmières psy, les puéricultrices qui accueillent, accompagnent et suivent ces enfants et ados? Oui, merci pour cette question. C'est vrai que je suis allé un peu vite. J'aurais dû parler d'équipe de psychiatrie et équipe de pédiatrie. C'est-à-dire que, évidemment, impliqués dans la prise en charge de ces jeunes, et donc du côté de ceux qui accueillent essentiellement, il y a donc non seulement des psychiatres, mais également des psychologues, des travailleurs sociaux qui travaillent dans les services de psychiatrie, et puis aussi des travailleurs sociaux et des éducateurs de jeunes enfants, et ainsi que des auxiliaires de puériculture et des puéricultrices qui travaillent dans les services de pédiatrie. Évidemment, ces différents professionnels tiennent un rôle important, et dans l'enquête ethnographique, ça fait partie on a conduit des entretiens avec ces différents
ces différentes personnes, ces différents acteurs du monde hospitalier. On a également été attentif à pouvoir rencontrer les services de sécurité de l'hôpital, parce que ça fait partie de ces acteurs en fait, dont ça nécessite de s'immerger un peu pour comprendre leur rôle, mais ils sont pas du tout, ils figurent nulle part sur le papier, mais ils ont un rôle très important dans l'accueil de ces situations. Ils sont souvent appelés. C'est des professionnels aussi qui ont des parcours assez distincts du point de vue professionnel, personnel, sociaux, etc., des professionnels de pédiatrie et de psychiatrie. Donc voilà. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions ? Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Moi, j'ai 2 questions. J'en ai une pour Magali. Je voudrais savoir ce que tu as fait, Magali, de cette demande du comité éthique qui demandait une certification éthique des personnes dont tu faisais partie. Comment vous avez traité cette question-là? Et puis, pour Yanis, en fait, comment dire, tu parles beaucoup de transinstitutionnalisation. Finalement, c'est un des acquis de votre recherche. Et en même temps, j'ai un peu l'impression que dans cette transinstitutionnalisation, il y a des malentendus, il y a des obstacles. Et en fait, depuis une trentaine d'années, on nous parle de réseau, mais on ne se pose jamais la question des cultures professionnelles, des valeurs qui sont portées par ces cultures. Par exemple, l'exemple des éducateurs PJJ ou sauvegarde montre bien que les valeurs ne sont pas les mêmes, ce n'est pas que des fantasmes, c'est des valeurs. Donc je voulais savoir, puisqu'on est sur une question éthique ce matin, est-ce que vous avez abordé le problème en termes de construction d'une éthique interpartenariale? C'est-à-dire, cette question d'éthique, est-ce que ça devient un objet mis au travail pour essayer de lever un peu ces obstacles dont tu parles? Voilà. Rapidement, sur la certification, on a répondu à cette demande. Tout le monde s'est plié à l'exercice et on a pu passer assez vite. C'est pas non plus ça reste un exercice, je pense, assez simple finalement. Donc, voilà. Et moi, du coup, tant que j'ai le micro, j'en profite. J'aurais aussi une question. Enfin, c'est une question et une remarque, mais ce que tu as dit à un moment, c'est aussi comment on fait lorsqu'on est chercheur et qu'on est réceptacle des demandes des familles d'aide aussi très concrètes. Et je trouve que c'est une position qui est difficile aussi, parce qu'on est là pour observer, alors encore plus sur les sciences sociales, où on est vraiment en position d'observation, d'intervention, et en même temps, on est toujours confronté à ces demandes et à ces dilemmes-là aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? Et si aussi, il y avait des témoins quelque part de violence institutionnelle aussi, qu'est-ce qu'on fait de ça quand on est chercheur sur le terrain? Merci pour vos questions. Alors, par rapport à ta question, Christian, je citais ce tout petit exemple du terme de collaboration et de la manière dont il est reçu différemment dans les mêmes institutions, parce que évidemment, c'est au sein des mêmes institutions, c'est des professionnels quand même assez différents, des éducateurs qui ont eux-mêmes souvent des parcours très près des jeunes, qui mettent beaucoup l'accent du reste dans leur valeurs professionnelles sur des formes de parenté avec la population avec laquelle ils travaillent, et puis au contraire d'autres acteurs beaucoup plus haut dans la hiérarchie qui ont des parcours complètement disjoints, qui peuvent être des parcours par exemple de sciences politiques, d'institut d'études politiques, concours des administrations publiques, donc évidemment la façon dont est jugée la place des savoirs cliniques est appréhendée extrêmement différemment selon les valeurs de ces groupes professionnels. Et donc là, quelque part, je dirais que dans cette recherche, la question éthique
Et c'est pour ça que vraiment je suis très heureux de pouvoir contribuer à cette journée et écouter ce qui va se dire aujourd'hui. C'est que je pense que c'est resté un peu un point noir en fait dans la constitution de notre recherche. Et par rapport à la question aussi que tu posais à Magali, l'éthique, j'ai considéré dans la constitution de cette recherche l'éthique comme de manière, je dois dire, assez hautaine, en disant voilà, c'est les types de principes, on va faire le minimum. Donc on a tous fait aussi nos bonnes certifications de pratiques professionnelles pour être bien dans les conventions, etc. Et on voit que la question de l'éthique revient au sujet de comment on juge finalement ce qu'il est bon ou pas de psychiatriser, ce qu'il est bon ou pas de médicaliser. Et donc voilà, je te remercie pour cette question. Je dirais que pour l'instant, c'est comment les questions de valeur et éthique et morale circulent dans la transinstitutionnalisation qui est à l'œuvre depuis 40 ans. C'est, je dirais, une piste qui s'ouvre. Voilà. Et puis, par rapport à ta question, Magali, sur comment on aborde cette demande d'aide de la part de ceux qui sont récipiendaires de notre demande de recherche. Alors, initialement, les attachés de recherche clinique qui recevaient toutes ces demandes des familles, bon, elles étaient quand même c'était assez difficile pour elles. J'avais mis presque une petite cellule de crise en place où on se rencontrait régulièrement. Je notais ce qu'elles me disaient sur ces situations. Après, en plus, là-dessus est arrivé le Covid. Ça, c'était les 6 premiers mois. On a commencé à faire des inclusions à l'été 2019. Et du coup, ben, voilà, début 2020, on a, pendant 8 mois, 8-9 mois, on a complètement fermé l'activité. Bon, donc du coup, malheureusement, les choses en sont restées là avec toute cette contingence. Et de fait, ce que les attachés de recherche clinique ont mis en place un peu spontanément, c'est de considérer que quand les gens émettaient ces réserves, c'était une opposition. Et donc, en fait, maintenant, entre guillemets, elles arrêtent de se prendre la tête. Et quand les gens disent « oui, mais moi, j'aimerais bien », et ben, en fait, elles considèrent que c'est une opposition. Donc, les patients ne sont pas inclus. Et ce qui, aussi, du point de vue déontologique et réglementaire, moi, m'interdit de prendre des notes sur ces situations. C'est-à-dire que je pouvais prendre des notes sur les gens qui acceptaient de contribuer à la recherche, même si c'était de manière très qualitative en sciences sociales, mais du point de vue réglementaire, là pour le coup, selon les principes de l'éthique biomédicale et dans lesquels on conduit notre recherche, je ne peux plus noter des renseignements. Voilà. Donc voilà où on en est de ce point de vue-là pour cette recherche spécifique. Je pense qu'il y avait la dame qui l'avait juste avant, j'en profite pour poser une question à Yanis par rapport au... Quand on parle aux urgences hospitalières, c'est que les personnes qui amènent ces jeunes-là sont soit des membres de leur famille, soit des éducateurs avec qui ils sont s'ils sont placés à l'institution. On arrive aux urgences quand les troubles de comportement deviennent, on va dire, assez violents, qu'il faut s'être en danger pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une psychiatrisation d'une souffrance d'une manière ou d'une autre? Parce que quand on parle d'un trouble de comportement adolescent, à savoir déjà que l'adolescence c'est très difficile, on va dire, quand on est dans une famille vulnérable ou avec une précarité, avec une violence qui existe déjà, voilà. On parle de psychiatrisation, on parle d'un suivi psy, assistante sociale, voilà, enfin tout le corps médical et social. Mais est-ce qu'il y a aussi avec la famille, est-ce qu'il y a aussi un travail qui est fait avec l'environnement premier, on va dire, et comment ça a pu affecter la recherche? Une petite énigme aussi qui s'est posée à nous quand on a conduit le travail ethnographique, c'est une plainte qu'on entendait souvent, alors là pour le coup du côté des accompagnants professionnels, hein, parce que justement dans la recherche ethnographique on n'avait pas prévu, le regard était sur les professionnels. Et cette irruption des familles quasi professionnalisées dans la recherche biostatistique, on ne l'avait pas anticipé. Mais en tout cas, du côté des accompagnants éducateurs et travailleurs sociaux, une plainte qu'on entendait souvent, c'est de dire un espèce de double retour, c'est-à-dire on ne cesse de retourner aux urgences, ce qui cesse de nous renvoyer chez nous. Mais pourtant, on continue à y aller. Et donc, un peu comme les familles qui disent on veut avoir un psychiatre et finalement n'appellent jamais sur ma consultation, probablement il y a un autre enjeu que simplement avoir le savoir du psychiatre et accéder à un lit d'hospitalisation. Probablement que ce qui se joue dans
Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un comportement est perturbateur? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un comportement devient un trouble du comportement? Qu'est-ce qui fait dans la relativité entre l'agir et la façon dont se conduit un enfant, un adolescent, et puis la façon dont sa conduite est reçue par les gens qui sont avec lui dans la vie de tous les jours au moment où la crise survient? Qu'est-ce qui fait que c'est identifié comme suffisamment problématique pour que ça aille aux urgences? Une des pistes qui nous est apparue, c'est que le moment du retour, de l'arrivée aux urgences, c'est un moment, notamment à travers la figure du psychiatre, de, comment on pourrait dire, validation de risques collectifs. C'est-à-dire qu'on est dans des situations où il y a des risques parfois extrêmes pour le jeune, pour son entourage, ou la jeune ou le jeune pour son entourage, et que le passage aux urgences, c'est un moment où la prise de risque est encadrée collectivement. Et en particulier par l'évaluation et la parole du psychiatre. Même s'il ne le pense pas forcément comme ça tient ce rôle. Et un deuxième rôle, c'est un espèce de rôle de géolocalisation dans le maillage institutionnel. C'est-à-dire c'est un moment aussi où le trouble du comportement fait qu'on ne sait vraiment plus à quel sein se vouer à différents égards. Et on a vu dans ces interactions entre professionnels que le psychiatre avait un espèce de rôle de tour de contrôle et une espèce de vision très méta, entre guillemets, de toute la trajectoire institutionnelle. Si j'avais l'occasion, j'aurais pu vous projeter. On a fait dessiner des petites cartes du traitement aux urgences par des pédiatres et par des psychiatres, et c'est vraiment saisissant. On voit que les pédiatres font des cartes extrêmement locales et extrêmement simplifiées, et les psychiatres dessinent. Quand on leur demande de dessiner la consultation aux urgences, ils prennent 2 feuilles et ils dessinent tout un schéma institutionnel avec un avant, un après, des côtés, des orientations, des aiguillages, etc. Donc voilà, pour répondre au moins en partie à cette question, de mon point de vue, ce genre de fonction-là explique le double retour. Le fait qu'on y vient alors même qu'on ne reste pas à l'hôpital. Ça tient, ce genre de fonction-là. Donc, très simplement, je voulais vous demander dans quelle langue vous faites les échanges des femmes qui ont été violentées, parce que je pense que ce sont des personnes qui n'ont jamais été scolarisées et qui doivent parler dans un dialecte, enfin, dans leur propre langue. Oui. Alors les enquêteurs de recherche ont été recrutés parmi les avec le critère de maîtriser la langue vernaculaire des personnes. Hein. Donc, ils parlaient dans leur langue. C'était effectivement un critère important. La question de l'interprétariat, de toute façon, elle est quasi présente dans tous nos travaux de recherche pour pouvoir aussi être dans une compréhension à 2 sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Juste une question pour Magali par rapport à la recherche. Ça serait juste de savoir si vous avez rencontré des barrières par rapport au fait de mener une recherche dans un terrain où vous agissez également, et du coup de savoir s'il y avait des biais qui avaient été créés par rapport à ça, et si des choses avaient été mises en place en fait pour essayer de contourner ces biais. Je ne sais pas si je suis clair. Quel type de barrière, par exemple? Le fait de proposer un service médical à des personnes et en même temps du coup de venir faire une recherche. Ouais. Moi, je trouve que ça pose un dilemme éthique dans un sens, mais qui a été contourné puisque le recrutement des survivantes qui étaient dans la, on va dire la cohorte des personnes qui ont été interviewées étaient toutes des personnes dont le suivi était terminé depuis 1 an. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient en cours de suivi ou leur dossier n'était pas terminé. Enfin, en tout cas, le suivi de cette personne n'était pas terminé. Donc, c'était plutôt la difficulté de retrouver les personnes qui avaient été passées par nos services et de les retrouver, et surtout de ne pas renforcer un stigma qui est réel et qui existe en allant chercher ces personnes-là pour les inclure et dans les questions. Donc c'est vraiment des précautions un peu compliquées. Après, non, je ne pense pas qu'il y avait de barrières sur notre terrain. Peut-être Chloé, tu veux ajouter quelque chose? Donc Chloé,
Notre référent santé sur cette question-là. Pour compléter, juste, est-ce que peut-être ça pouvait influencer le discours des personnes, en fait, le fait d'avoir reçu un service par rapport. Bonjour. Juste pour compléter sur cette réponse, effectivement, le fait que l'enquête ait été menée par les équipes de Population Council et donc pas par les équipes de Médecins du Monde a permis aussi la distance en fait vis-à-vis des services qui ont été proposés et qui ont permis effectivement d'expliquer aux gens que si l'enquête avait été motivée par Médecins du Monde pour comprendre et essayer de mettre en œuvre de meilleurs services répondant davantage aux besoins des personnes, elle était complètement externalisée et donc complètement indépendante en fait des services qui étaient proposés en même temps de la réalisation de l'enquête. Que l'enquête permettrait de les adapter, mais qu'en fait, ce n'était pas quelque chose qui était directement connecté. Et ça a permis effectivement, en tout cas on l'espérait au moment de la réalisation de l'enquête, de déconnecter et de permettre d'éviter d'avoir ces biais-là et d'avoir des gens qui se sentent contraints, ou en tout cas parce qu'ils viennent solliciter les services, de devoir répondre ou de participer, et donc de rejoindre les éléments que Magali mettait en avant en fait, au début de la présentation. Plus tout le travail avec les acteurs partenaires communautaires dans cette recherche qui ont permis aussi de pouvoir communiquer auprès des personnes sur ce qu'on allait faire, pourquoi on le faisait, de permettre aussi de recruter dans les focus group, etc. Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. On est dans nos échanges maintenant beaucoup dans les questions de procédure. Les questions de l'éthique apparaissent il y a quelques dizaines d'années, notamment autour du droit des patients, des choses comme ça. Et j'étais en train de me demander, de votre point de vue, est-ce que la démarche éthique ou l'éthique produit de plus que de ne pas nuire? On a entendu ne pas nuire, mais est-ce qu'il y a une production d'une autre nature que celle-là, qu'elle soit au plan symbolique ou bien qu'elle soit au plan politique, que sais-je. Enfin, voilà, ne pas nuire, on l'avait déjà dans le vieux sermon d'Hippocrate depuis extrêmement longtemps. Est-ce qu'une démarche éthique, le recours à l'éthique, produirait en plus ou signifierait quelque chose de plus? Oui, c'est une bonne question et il y a deux. Comment constituer des principes qui soient adaptés aussi aux situations. Enfin, si on part plutôt de l'éthique en situation, comment moi, je suis pas du tout, je fais pas de la philosophie morale et je suis. En plus, je pense que les questions morales. J'ai fait ma thèse dans un laboratoire qui avait été fondé par Didier Fassin et dans les années 2000, il y avait tout un programme d'anthropologie de la morale. Et bizarrement, je suis assez incompétent sur les questions anthropologie et philosophie de la morale. Mais si on part sur une appréhension en situation de la posture éthique, comment on définit des principes qu'on peut essayer de décliner de manière casuistique en situation? Il me semble que dans la recherche, en tout cas sur laquelle moi je travaille, il y a la question de soulager la souffrance. Et donc, évidemment, ces familles, mais aussi ces travailleurs sociaux qui cherchent à accéder aux psychiatres et à des ressources psychiatriques, c'est dans l'attente d'apaiser une tension, de soulager une souffrance. Et puis, peut-être, il y a l'éthique, enfin, un critère sur lequel, moi, je trouve, qui pourrait être un critère à incorporer pour savoir ce que c'est que la bonne ou la mauvaise psychiatrisation, c'est, on pourrait dire, la balance psychiatrisation sociale, individuelle, collectif. Comment des réponses individuelles n'occultent pas, ou en tout cas permettent aussi de prendre en considération les dimensions collectives. Et comment, par exemple, quand on se sent très mal face à un jeune extrêmement violent, il y a des mécanismes évidemment contre-transférentiels, psychopathologiques, affectifs, émotionnels, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des incertitudes politiques, historiques, historicisées, etc. Donc voilà, moi, de mon point de vue, je pourrais trouver ces deux critères-là, la question de l'articulation du collectif et de l'individuel, et puis le soulagement de la souffrance. Mais, oui, Antoine, tu as raison de préciser qu'on est dans
procédure et que finalement l'éthique c'est pas que ça. Je pense que c'est aussi une réflexion très personnelle qui doit s'enraciner dans la pratique, qui doit dépasser vraiment la question de la certification, des procédures, un peu comme des barrières morales infranchissables. Moi je pense que c'est vraiment aussi une posture, la posture du chercheur sur son terrain. C'est pas que ne pas nuire, c'est aussi quelle réflexivité on a quand on se met dans une démarche de recherche, quelle sensibilité on a dans ces outils et dans la construction de sa recherche, même dans le sujet de sa recherche, et comment est-ce que derrière justement on incarne un peu cette éthique dans la pratique, au-delà de la procédure. Donc après, c'est les questions de redevabilité, je pense, qui est intéressante à travailler. Voilà. J'ajouterais, avant de clôturer cette première table ronde, pour ta question, Antoine, si je veux réussir à répondre à ça, parce qu'elle est assez large, on peut penser que l'éthique est plus cadrée, on va dire. On a une charte éthique, on a des documents éthiques à respecter, alors que le concept de ne pas nuire, même si on le porte tous, il n'est pas aussi, cadré d'un point de vue, pas professionnel, mais d'un point de vue dans notre travail. Voilà, ils ont une charte éthique, ils ont signé, le médecin du monde a une charte éthique maintenant. Le concept de ne pas nuire, c'est un concept de la santé mentale, de l'application, de l'ouverture de programme, de vraiment ne pas nuire, mais ce n'est pas quelque chose qui est aussi cadré, on va dire, que quelque chose qui rentre dans l'éthique. Voilà. J'essaie de répondre, mais d'un point de vue très large. Ah, voilà. Voilà. Dernière question. Bonjour, merci pour vos présentations super intéressantes. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, parce que je trouve que vos deux présentations posent vraiment les questions qui, je suppose, vont traverser toute la journée. D'abord, un paradoxe, c'est dans la présentation de Magali, de façon très, très claire, l'équipe a pris conscience que un des problèmes, c'était de faire parler des personnes sur un traumatisme qu'elles ont vécu. Mais néanmoins, la technique qu'ils mettent en place pour l'enquête, c'est le storytelling. Donc on voit bien que la difficulté, à la fois d'être dans une réflexion éthique, et puis la difficulté de prendre en compte de ce qu'on considère comme important et de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Et je trouve que c'est vraiment un point important. Avec finalement, donc, à ces questions-là, une réponse impossible, si ce n'est que de prêter attention, enfin de faire les choses en faisant attention. Et au fond, c'est peut-être un des principes éthiques qui devrait nous guider et que sans doute on va discuter toute la journée. Par rapport au travail présenté par... Et puis aussi la dimension procédurale, évidemment. C'est-à-dire que cette tension entre... Au fond, ce comité, il vous a demandé de faire ce certificat, mais so what ? Qu'est-ce que ça a changé dans la mise en place de votre enquête ? Qu'est-ce que ça change dans la mise en place de cette enquête que tu fasses ce certificat à Paris pour une enquête qui se passe au Borno et qui n'est même pas menée par Médecins du Monde ? C'est aussi fascinant. Par rapport au travail présenté par Yanis, je trouve que ça pose deux questions extrêmement importantes. C'est la question des éthiques conflictuelles, en fait. L'éthique, c'est pour qui, avec qui on est redevable. Est-ce que c'est avec les équipes qui acceptent de vous faire travailler dans leur service, ou est-ce que c'est avec les gens qui sont eux-mêmes les bénéficiaires du service que vous étudiez ? Donc je trouve que c'est une question qui est un peu insoluble et à laquelle on est confronté en permanence. Quand on travaille en prison, c'est la même chose. Enfin, à chaque fois qu'on travaille dans une institution, on est finalement redevable de deux types d'acteurs avec lesquels il n'y a pas de raison de ne pas avoir une posture éthique avec l'un comme avec l'autre, quoi.
Aussi, ce que souligne, je trouve, cette présentation, c'est l'importance de la réciprocité. Au fond, une réponse éthique, c'est être réciproque et pas simplement de se dire bah oui, dans 6 mois, j'aurai un papier qui va éclairer la situation et tout le monde va être content. Mais concrètement, l'éthique, c'est aussi une éthique pratique, un peu comme Paul Farmer avait appelé à une démarche en s'inspirant de la théologie de la libération, en disant c'est une réponse pragmatique pour les pauvres. Mais cette réponse, elle doit être aussi en temps réel sur le terrain. Et la difficulté dans laquelle vous êtes confronté sur cette demande faite d'une demande d'institutionnalisation, en fait, une demande de psychiatrisation, qui pose pour vous une question éthique, c'est aussi, je trouve, très intéressant de comprendre en quoi ces questions éthiques posées à la recherche, c'est aussi une production de connaissances pour comprendre la société. Et au fond, l'éthique, on peut aussi la penser, évidemment, pour ce qu'elle a d'éthique, mais aussi pour ce qu'elle aide à comprendre les mondes sociaux dans lesquels on travaille. Et ça renvoie un peu à la file. On est tous ici des enfants de Didier Fassin. Ça renvoie à la question de l'anthropologie morale, en fait, de comprendre les mondes sociaux à partir des questions éthiques que les mondes nous posent. Merci beaucoup. Et la dernière question, parce qu'elle a été posée sur Internet, elle vient d'arriver. Et pour Magali, c'est plus une question relative à la prise en charge. Envisagez-vous aussi le suivi d'une femme violée, inclus aussi le suivi d'une grossesse, et suivez-vous l'enfant fruit de cette violation? Je vais laisser les équipes répondre à ça. Chloé? Tu peux répéter parce que je n'ai pas. Est-ce qu'on prend en charge une femme victime de violences liées au genre qui tombe enceinte, et est-ce qu'on prend en charge aussi l'enfant s'il y a accouchement de cette grossesse-là? Les questions effectivement liées aux prises en charge médicales suite à un viol et en cas de grossesse sont multiples. Donc effectivement, Médecins du Monde, en tant qu'acteur à institution, s'est positionné par exemple sur un accès aussi à l'avortement pour des recours. Donc on peut mettre en place plus ou moins sur les terrains, ou en tout cas qu'on essaye de faciliter selon les demandes des femmes qu'on reçoit. Après, effectivement, sur la gestion d'un enfant qui serait né suite à un viol, les questions sont multiples. On n'est pas spécialiste des questions de protection de l'enfance, ni des questions d'ailleurs liées à de l'accompagnement des enfants sur tout ce qui est santé mentale ou soutien psychosocial. Donc on essaye de travailler en réseau pour voir effectivement ce qui pourrait être fait. Mais sur une question très spécifique comme ça, moi, je n'ai pas d'éléments concrets à t'apporter. Je n'ai pas d'exemple précis en tête sur des actions qui auraient pu être menées dans ce sens-là. Sur certains terrains, il y a eu effectivement des collaborations qui ont pu être faites avec des acteurs spécialisés dans l'accompagnement et dans la prise en charge des enfants, et en particulier protection de l'enfance. Mais je n'ai pas plus d'éléments à apporter à ce stade-là. Merci. On pourra clore la première table ronde et on a 10 minutes de pause. On reprendra après. Merci beaucoup.